Trees et Waker sont deux entreprises de services numériques complémentaires dans l'univers des solutions Microsoft. Trees est une société experte en business intelligence, en data science et en data visualization. Ces consultants interviennent notamment sur des projets basés sur Power BI, mais aussi sur les technologies data dans le cloud Azure et sur la Power Platform. Les Wakers sont consultants spécialisés dans la sécurité, l'adoption et la personnalisation des solutions cloud au service de leurs clients. Ils vous accompagnent sur des missions d'analyse de risque, de protection de votre environnement, de gouvernance adaptée à votre contexte et de choix d'architecture, sans oublier la création d'applications low-code. Les agences de Trees et Wakers sont basées à Lille, à Paris et à Nantes. Ces sociétés ont noué un partenariat fort autour de valeurs communes, le goût pour l'excellence technologique, le partage des connaissances et une culture d'entreprise fortement axée sur la bienveillance et l'épanouissement des collaborateurs. Nous sommes Wakers et Trees. Isabelle, c'est à toi, je te laisse la main, tu peux prendre l'écran et belle session à tous, à tout à l'heure. Merci. Donc voilà, bonjour et bienvenue dans cette session sur la Self-Service BI, barrières, bénéfices et bonnes pratiques. Donc oui, les slides seront en anglais, mais je m'exprime en français, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc oui, merci aux sponsors qui rendent ces journées communautaires possibles. C'est important de les citer, évidemment. Sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. Alors, la première petite chose, en fait, c'est que on vit dans un monde en ligne et moi, j'aime bien quand même interagir avec mon public qui me manque, hein, clairement. Comme je donne pas mal de formations pour le moment, j'ai pris l'habitude d'utiliser ceci. Donc, vous prenez votre téléphone, c'est pas compliqué, vous scannez le QR code et de temps en temps, pendant la session, je vais me permettre de vous poser des questions et vous les verrez apparaître sur l'écran de votre téléphone. Donc, voilà. Ah, par contre, il y a un mini souci, ce n'est pas le bon code. Je vais vous afficher le bon code incessamment. On va démarrer la session, il n'y a pas de problème. Donc, je me présente pour commencer. Mon nom est Isabelle Van Kempenot. Je suis Data Platform MVP depuis 8 ans maintenant. Je suis voisine de Lille puisque je suis à Bruxelles. Voilà, donc c'est pas très loin. Je suis dans la communauté data depuis un moment. Je m'occupe du GUS. Je travaille sur SQL Server depuis à peu près 20 ans. Et vous pouvez me joindre sur Twitter sans souci, ou sur mon blog, ou sur mon mail, comme vous le souhaitez. Alors, je fais pas mal de projets BI et c'est dans ce cadre-là que cette session s'est créée en fait, puisque j'avais envie d'un petit peu revenir avec toutes les choses qu'on a mises en place sur mes différents projets. Donc, je vais vous demander pour la petite application, en fait, de vous rendre sur le site. Donc, je vais juste vous demander 2 secondes pour corriger ici, parce que je n'ai pas corrigé le bon. Oui, ça n'a pas l'air de vouloir se mettre. Bon, je crois que ça va être sans interaction. En fait, normalement, le bon code serait WooClap /power. Je vais vous l'afficher ici, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Voilà donc le bon QR code auquel vous pouvez vous connecter. Et donc à présent, je vais simplement vous demander rapidement
de répondre à la question ici. Ça me permet de savoir un petit peu qui est dans le public. Voilà, je vois que ça marche. Ouf, tant mieux. Alors, est-ce qu'on a plutôt des développeurs? Est-ce qu'on a plutôt des architectes, des analystes business ou des gestionnaires, des leaders d'équipe? Donc, je vois que c'est un public qui est assez équilibré finalement, hein? Super. Alors, merci à vous pour ça. On va retourner immédiatement dans le slideshow. Et on va passer à l'agenda. Donc, en fait, comment ça va se passer? Un petit mot sur le self-service et le contexte de cette session, à savoir quels sont les projets dont je vais vous parler. Et puis, on va passer en revue, effectivement, dans chacun de ces projets, comment est-ce qu'on a adressé les barrières éventuelles et quelles sont les bonnes pratiques qu'on a mis en place pour arriver à améliorer la notion de self-service. Voilà. Donc, quand on parle de la self-service BI, et Dieu sait qu'on en parle depuis des années, en gros, pratiquement depuis que je fais de la BI, il y a ce Graal, cette espèce de rêve en entreprise, de se dire, eh bien voilà, tout le monde dans l'entreprise doit pouvoir accéder aux données, à des données propres, à des données qui sont les mêmes pour tout le monde. Les gens n'ont pas besoin d'être informaticiens pour créer leurs rapports et pour faire des analyses de données. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le principe de la BI self-service. Cette capacité qu'on va avoir à accéder aux données d'entreprise et à pouvoir en produire des rapports qui sont vraiment pleins de sens et pour lesquels on va utiliser notre métier. Donc moi, je fais partie de l'IT, hein, je travaille dans l'informatique depuis plus de 20 ans et effectivement, ben pour nous, le concept de self-service est vraiment un concept important aussi. Pourquoi? Parce que ça permet de remettre, j'aime bien dire remettre l'intelligence là où elle se trouve, même si les gens de l'IT n'aiment pas trop entendre ça, mais ça permet de remettre effectivement le métier à la bonne place et de lui donner les outils nécessaires. Pendant qu'on a la possibilité d'avancer technologiquement au niveau de l'IT. Donc, il y a une espèce de ballon d'oxygène qui arrive à partir du moment où on donne plus d'autonomie et d'indépendance aux utilisateurs, ce qui permet d'avancer encore plus, évidemment, dans les solutions. Donc, les trois objectifs qu'on voit ici, les trois challenges, on va s'y intéresser d'un peu plus près pendant la session et on va s'y intéresser au travers de trois projets dans lesquels j'ai travaillé ou je travaille encore en fait. Donc, l'un de ces projets concerne un organisme public en Belgique, mais qui refuse d'aller dans le cloud. Et vous allez me dire, oui, mais comment tu vas me parler de Power BI là-dessus? Ben si, on va voir. Une organisation qui est à l'échelle nationale et un projet de Power BI spécifique, mais dans une grosse organisation multinationale. Donc, le premier cas de figure, en fait, pour donner quand même un petit peu plus de détails, alors vous allez remarquer dans les slides, j'ai fait un fil conducteur. C'est-à-dire que chaque fois que je parlerai de cette compagnie, de cet organisme, ce sera avec le bord jaune et j'ai attribué un code couleur à chacune pour que ça puisse vous aider. Donc, je vous ai dit, le cloud n'est pas permis. Par contre, ce sont des gens qui travaillent dans la finance, en fait, dans les audits financiers et autres, et ils font de la BI depuis 20 ans. Donc, ils ont vraiment une histoire, une culture BI qui est très importante. Les utilisateurs sont extrêmement talentueux au niveau de tout ce qui est analytique, etc. Donc, ils savent utiliser Excel dans tous les sens, par exemple. Les données qui sont là sont super sensibles. Donc, je vais rester assez vague dans ce que je vais décrire parce que j'ai dû signer 3 NDA différentes à peu près.
Et la façon dont on travaille là-bas, c'est qu'en fait, l'équipe BI, donc le BI team au niveau de l'informatique, du département informatique, travaille de façon très réactive. Il est littéralement au service permanent, avec un dialogue permanent avec les analystes, dont le core business est justement d'auditer et d'analyser des données financières. Le deuxième cas de figure est différent, puisqu'ici on est sur une compagnie à l'échelle nationale, donc on parle de à peu près 11 000 utilisateurs potentiels. Ils ont commencé à adopter Power BI, c'était en parallèle avec Tableau, avec d'autres outils de reporting. Et puis maintenant, c'est devenu le standard d'utiliser Power BI. Donc, il y a encore d'autres outils qui coexistent, mais il y a quand même vraiment toute cette mouvance vers Power BI qui est très importante. Alors, ils ont une grosse culture du data warehouse parce qu'ils travaillent avec SAP HANA, pour ceux qui connaissent. Donc, pour eux, la finalité de toute donnée dans l'entreprise est un jour ou l'autre de finir par se retrouver dans ces entrepôts de données, dans ces data marts sur HANA. Une chose importante dans le contexte aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas vraiment de décision centralisée. Donc, c'est quelque chose qu'on peut trouver dans des projets où effectivement, le département IT est tellement large que vous avez plusieurs sous-départements qui travaillent en silo. Et donc là, il faut essayer un petit peu de trouver du sponsorship, de trouver des gens qui vous appuient, de naviguer et d'arriver à créer quelque chose. On va en parler. Et aussi, pour le moment, en termes de maturité, eux, ils voient Power BI comme un outil de reporting. Donc, ils ne voient pas nécessairement l'intérêt de la richesse des data modèles en tant que tel, etc., etc. C'est vraiment la couche de reporting par-dessus le data warehouse. Donc, ça, c'est le cas vert, si je puis dire. Et alors, le troisième cas que j'ai mis en orange, j'ai pris une petite couleur supplémentaire, là, en fait, on se retrouve dans une multinationale, d'origine française d'ailleurs, voilà. Et là, ce qui est très intéressant dans ce cas-ci, c'est que j'ai été appelée par le business. Donc, au niveau des utilisateurs, il y a une force de travail qui s'est créée en disant, voilà, on doit se mettre dans la data science, on doit se mettre dans la BI, on veut démarrer quelque chose, on aime beaucoup Power BI, ça nous tente, on veut faire ça. Et au lieu de s'adresser à l'équipe IT interne, ils ont été chercher des gens à l'extérieur, comme moi, pour les aider à mettre ça au point. En même temps, au niveau de cette multinationale, il y a un projet global, central, au niveau Power BI et qui donc délègue aux différents pays la possibilité de pouvoir faire de la Power BI. Donc, il y a une bonne autonomie. Et sur le projet lui-même, il n'y avait encore il n'y avait encore rien, en fait. Il n'y avait rien qui existait au niveau BI. Il y avait juste des systèmes opérationnels et un peu de reporting, mais très, très douloureux. Voilà, donc ça, ce sont les trois cas, hein, donc jaune, vert et orange. Et on va maintenant tricoter nos différents petits défis au travers de ces cas. Donc, je pense que pour vous, le bénéfice ici, ben, ça va être de noter ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse, ce qui pourrait être quelque chose à retenir de cette session, puisque vous allez voir toutes sortes d'initiatives qui ont été mises en place. Alors, donc, comme je le disais, les objectifs de la Self-Service BI, c'est avoir une version de la vérité qui soit quand même unique pour tout le monde, qu'on ne se retrouve pas, comme c'est parfois le cas, avec 50 versions différentes d'un reporting dans des Excel qui voyagent de mailbox en mailbox. La possibilité et l'autonomie pour les utilisateurs qui ne sont pas des développeurs de pouvoir faire leur analyse de données et le fait de libérer l'IT. Donc évidemment, maintenant, je vais vous poser une petite question ici. Simplement, vous reprenez votre téléphone et vous essayez, vous me dites où vous pensez sur ces trois piliers que se situe votre environnement Power BI, donc celui sur lequel vous travaillez actuellement. Voilà, je vois des réponses qui arrivent. Je vais en profiter pour déplacer ceci qui mange un peu de place dans l'écran. Voilà, ça bouge gentiment. Ok, super. Merci à tous ceux qui ont répondu.
Donc, pour l'instant, je ne vois pas nécessairement, voilà, hein, on se retrouve entre 2,5 et 3 sur chacun des sujets. Donc, voyons si dans la suite de l'exposé, je peux vous apporter quelques pistes pour avancer un peu plus encore dans ces niveaux de maturité. Alors, première chose, donc tout le monde utilise la même version de données. Donc évidemment, l'énorme paradoxe qu'on peut avoir quand on parle de self-service BI, c'est que d'une part, on veut donner de l'autonomie aux utilisateurs, et puis d'autre part, on voudrait quand même qu'il y ait une vérité unique qui persiste. Donc c'est évidemment un petit peu antinomique. Comment est-ce qu'on va adresser ça? Une grosse question par rapport à ça aussi, tiens, mais est-ce qu'on a un entrepôt de données à disposition? Et les données, quels sont leurs degrés de maturité? Est-ce qu'on a uniquement des données opérationnelles, donc des données dans lesquelles des programmes écrivent tous les jours, ou est-ce qu'on a déjà d'autres choses? Comment est-ce qu'on a un catalogue des données? Est-ce qu'on a des propriétaires, hein, ce qu'on appelle des data owners, des gens qui sont responsables, etc. Une chose aussi qui est souvent évoquée, c'est ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez en place du self-service, est-ce que les gens ne vont pas recréer des systèmes parallèles, une sorte de marché noir de la donnée qui existerait dans l'entreprise? Alors, comment est-ce que dans chacun de ces projets, on a fait quelque chose? Au niveau de la situation, si je prends le premier cas, ils ont évidemment un data warehouse puisqu'ils font de la BI depuis très longtemps. Ils font du reporting ad hoc, c'est-à-dire vraiment du reporting avant que le projet ne démarre, qui était du pixel perfect. Et donc, ça nécessitait des longues semaines et des longs mois pour obtenir un rapport. Il y avait une énorme dépendance entre le business et l'IT, évidemment, dans ce cas-là. Et du coup, quelle était la conséquence? Et là, on peut retomber un peu sur ces notions de shadow IT. Mais c'est que quand un rapport était délivré, qu'est-ce que les analystes faisaient? Ils les exportaient et ils commençaient à aller plus loin parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'attendre encore des semaines ou des mois pour obtenir pile poil ce qu'ils souhaitent. Et donc ça, c'est quand même un schéma qu'on a très souvent. Vous publiez un rapport et les gens vont dire « Ah, est-ce que je peux l'exporter en Excel ?» Voilà, notre cœur se brise évidemment, mais non, il y a une opportunité évidemment d'apprentissage par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? En fait, on est resté, par rapport à la version unique de la vérité, on est resté vraiment avec la création d'un très grand data model générique qui s'est fait sous forme de cube, en fait, et qu'on a appelé le workbench, hein, le lieu de l'établi, si vous voulez. Et ensuite, il y a un énorme effort qui a été fait pour publier, pour expliquer ce modèle aux analystes, en se disant, il faut qu'on leur montre que tout est là, que tout existe et qu'ils vont pouvoir l'utiliser. Je vous rappelle aussi que c'est une entreprise qui ne veut pas utiliser le cloud. Et donc, du coup, là-bas, on utilise la version on-prem de Power BI Server. C'est-à-dire que c'est une version de luxe, si on peut dire, du reporting service pour ceux qui ont utilisé sur SQL. Et donc, ça permet de publier de façon centralisée les différents rapports. Et surtout, ça permet d'avoir au même endroit les nouveaux rapports qui sont en Power BI et qui sont connectés sur ce cube, sur ce data model, mais aussi de conserver tout l'héritage de rapports paginés ou de continuer à faire dans certains cas du pixel perfect, et aussi d'encourager les gens à aller publier leurs rapports Excel, puisque cette version de Report Server permet de faire tourner Excel en mode serveur, comme on peut le faire dans le cloud aussi. Et pour expliquer ça aux gens, on a utilisé notamment des cheat sheets pour bien leur expliquer les différents types de rapports qui étaient possibles. Donc le fait d'avoir du rapport classique, ce qu'ils avaient l'habitude d'avoir, mais qui les limitait en fait. Le rapport qui est complètement interactif, qui est le rapport Power BI. Le fait qu'on peut l'utiliser sur mobile. Et enfin, le rapport Excel qui est à disposition aussi. Et donc là, vraiment, pour créer de l'appétence, si j'ose dire, on a utilisé une métaphore avec des parfums de crème glacée pour leur dire, voilà, vous avez la vanille, la fraise, le chocolat, etc. Mais ça se passe très bien.
Alors, dans le deuxième cas de figure, donc comme je vous l'ai dit, il y a vraiment cette grosse culture d'un data warehouse. Il y a déjà pas mal de reporting qui est fait à la demande par des équipes BI et il y a plusieurs équipes BI dans différents silos. Mais depuis que Power BI a été déployé, il y a vraiment un succès énorme. Il y a un succès énorme et puis les gens font un peu de tout en fait. Les gens font un peu de tout. Soit ils utilisent toujours les services d'une équipe BI spécialisée, soit ils commencent à travailler freestyle. Alors, au niveau des bonnes pratiques, ce qui a été mis en place là-bas, c'est qu'on avait le souci, d'avoir, excusez-moi un instant. Donc, on avait ce souci d'avoir dans l'espace Power BI des endroits avec des choses extrêmement officielles et puis des endroits avec des rapports qui sont faits comme ça sous le coin d'une table avec des données dont on ne sait pas nécessairement d'où elles viennent, etc. Donc, un petit peu la crainte qu'on peut avoir en mettant à disposition Power BI. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place ? Il a été officiellement reconnu que le Data Warehouse était la meilleure source, qu'il y a un process pour pouvoir demander soit ce qu'on appelle des Managed Data Mart, soit des Managed Reports. Donc, le Managed Data Mart, c'est la mise à disposition d'un Data Mart et les gens font leur reporting eux-mêmes. Et le Managed Report, c'est vraiment le rapport clé sur porte qui, d'un bout à l'autre, est fait par une équipe IT. Il y a un Data Catalog qui est en cours de création, donc pour aider à identifier. Et alors, pour vraiment aider à identifier des rapports qu'on peut voir comme étant de confiance, comme étant certifiés, on a créé un template dans lequel on a mis une home page avec toute une série de métadonnées, donc quelle est la source du rapport, quand est-ce qu'il a été rafraîchi, qui on peut contacter d'un point de vue technique, qui on peut contacter d'un point de vue business pour les données, etc., etc. Les workspaces aussi, maintenant, utilisent une convention de nom. Alors, pour aider les gens avec ça, en fait, on a créé des symboles qui permettent de savoir, ah bah tiens, ici, je suis dans un contexte self-service, donc ça peut être bien, mais il n'y a pas de garantie. Je suis dans un contexte où les données de source sont tout à fait OK et mises à jour, ou je suis dans un contexte où tout le contenu est complètement validé et à ce moment-là aussi, on a des niveaux de support qui sont différents. Sachant qu'un rapport qui est en self-service, par exemple, n'aura du support qu'au niveau du service de Power BI en tant que tel, mais aucun support sur le refresh des sources ou sur la validité de ce qui se trouve dedans. Dans le troisième cas, donc, il n'y avait aucun data warehouse, donc pas de version centrale de la vérité. Tout était encore dans les systèmes opérationnels. Donc, il fallait tout construire dès le départ. Donc là, il a été décidé de construire effectivement cette repository, cet entrepôt de données. Et c'est évidemment un boulot énorme et un boulot qui est parfois pénible et douloureux parce qu'il faut arriver à expliquer que ça prend énormément de temps parce que les données opérationnelles, elles ne sont pas propres, elles ne sont pas nécessairement prêtes, etc. Donc, pour aider le projet à survivre à ces difficultés qui arrivent toujours quand on est dans ces étapes-là, il y a deux choses qui ont été vraiment déterminantes. La première, c'est qu'on a construit un petit framework qui permettait en fait de monitorer le chargement du data warehouse et d'identifier quand il y avait un problème, si ça venait du système opérationnel ou si c'était plutôt lié à un problème dans le projet. Et enfin aussi, on a pris l'habitude de discriminer les données opérationnelles, parce qu'on avait identifié par exemple, les contrats, il y avait à peu près 75% des contrats qui étaient exploitables et 25% où on devait aller faire des modifications pour qu'ils puissent être pris dans les moulinettes de la BI. Et donc, il y a ce fameux label BI Ready qui nous a été fort utile pour pouvoir travailler avec ça. Là aussi, la création d'un data catalogue, d'un data dictionary a été mis en place. Alors, deuxième
grand pilier, évidemment, est-ce que les utilisateurs non techniques peuvent faire leur propre analyse? Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la data culture? Comment est-ce qu'ils ont accès? Est-ce qu'il y a de la gouvernance autour de tout ça? Donc, ce sont aussi toutes des questions, évidemment, qui apparaissent quand on lance un projet Power BI avec une ambition de self BI. Et il y a une notion dont on peut qu'on peut également évoquer, c'est le data literacy. Donc, en fait, c'est le degré d'illettrisme de la donnée dans votre projet, dans votre société, dans la compagnie sur laquelle vous avez un projet. Donc, c'est vraiment la capacité de pouvoir comprendre ce qu'est une donnée, de pouvoir la manipuler, de pouvoir faire des analyses. Alors, pour le plaisir, je vous ai mis ici un petit résumé des différents types de niveaux dans la data qu'on peut trouver, que je trouve assez pertinent, assez amusant. Voilà. Donc, je vous propose à nouveau ici d'abord de répondre à une petite question justement de data literacy. Donc, est-ce que vous pensez que tout un chacun est capable de comprendre ce qu'on utilise beaucoup en BI, à savoir le schéma en étoile de Kimball, donc la fameuse métaphore avec la table de faits et les différentes dimensions? C'est une question que j'aime bien poser. Voilà. Et donc, j'aimerais connaître votre avis là-dessus. Et les avis peuvent être très partagés. Donc, ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, évidemment. Il y a plutôt des, des opinions. OK. OK. Alors, on va s'arrêter là. Merci pour vos réponses. Et donc, je vois qu'il y a quand même une petite majorité qui s'est dégagée et qui plaide en faveur du fait que ce modèle est effectivement compréhensible. Donc, c'est une opinion que je partage, mais à nouveau, c'est une opinion. Je pense, et en tout cas, j'ai rencontré ça dans la plupart des projets ou des formations que j'ai données, quand vous avez en face de vous des gens qui analysent déjà des choses dans leur travail et que vous leur expliquez simplement, tiens, voilà, en fait, quand tu analyses des données, tu vas avoir des choses que tu mesures et que tu calcules, ce sont des faits, et à côté de ça, tu vas les analyser par, mettons, par client, par pays, par mois, par année. Eh bien, chaque fois que tu utilises le mot par, quelque part, oui, ça, c'était pas fait exprès, excusez-moi. Donc, chaque fois qu'on utilise le mot je veux voir un total des ventes par pays, eh bien, pays est une dimension et ça va être la dimension géographique. Et donc, cette métaphore, en tout cas dans mon expérience, marche très, très bien. Donc, c'était juste pour faire un petit lien avec ce qu'on appelle les data culture. Ceci est un des points de culture de données. Il n'y a pas besoin de rentrer dans Kimball de façon complexe pour ça. Alors, donc, dans le premier cas de figure, on a une gouvernance des données qui est extrêmement forte. Les gens ont l'habitude d'utiliser Excel. Et ils ont une culture de la donnée. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a même des gens qui utilisent RStudio. Par contre, ils n'ont absolument pas une culture des visuels, de la visualisation, des graphiques ou quoi que ce soit. À part ceux qui commencent avec RStudio. Donc pour eux, tout a la forme de tableau. De gris, on va dire gris, pour ne pas dire de mots qui fâchent, n'est-ce pas? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec eux? En fait, on a mis au point un programme de formation. Et pour moi, ce qui est très important quand vous faites une formation Power BI, c'est de commencer par une première basique qui n'est pas très longue, mais dans laquelle on montre comment se consomme un rapport. Et cette formation doit être adressée à tout le monde, pas seulement aux gens qui vont consommer des rapports, mais surtout aussi à ceux qui vont les créer, parce qu'il faut leur faire comprendre vraiment ce que Power BI apporte de différent. Donc moi, je vois des gens qui parfois utilisent Power BI, ils mettent un histogramme et puis ce ne sont que des tableaux, des matrices et autres. Ils passent à côté du produit. Donc, première formation, vraiment aller dans tout le détail des interactions entre les visuels, des drill down, des drill through, des tooltips, de toutes ces choses fabuleuses qui font que Power BI est tellement apprécié.
Alors là-bas, ensuite, on avait effectivement une deuxième formation qui était la création de rapports Power BI en se basant sur le data model qui est tout à fait unique. Hein. Et ensuite, pour encore améliorer la compréhension au data model, il y a des workshops par thème qui leur permettent de vraiment rentrer dans le système. Et donc, ben voilà. Pour le premier, les deux premiers trainings, en fait, ils se font avec des données qui sont des pommes et des poires, littéralement. Donc, c'est un exemple de données dans lequel il y a des fruits et des légumes. Et ça aussi, c'est un point que je trouve important parce que si vous commencez à donner une formation aux gens avec des données d'entreprise, ils vont se focaliser sur les chiffres qu'ils obtiennent, ils ne vont pas se focaliser sur l'outil. C'est un débat que j'ai souvent avec d'autres formateurs, mais en tout cas, moi, je trouve que ça marche bien de fonctionner comme ça. Alors, dans notre deuxième cas, au niveau de la culture de la donnée, donc là, on a vraiment de tout, en fait. Hein. Ça va du power user aux gens qui viennent de l'IT. Et donc, les gens avec lesquels on est amené à travailler, c'est un peu de tout. Ils n'ont pas encore vraiment de data gouvernance, c'est en train de se mettre en place en parallèle. Et on est vraiment dans quelque chose de complètement fragmenté, il n'y a pas encore de recommandations et c'est un peu compliqué de s'avancer pour dire ok, on va vous dire comment il faut faire, on va vous dire où est la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, on a créé une factory. Donc, c'est vraiment une sorte de centre de compétences, une sorte de centre d'excellence qui est transversal aux équipes, dans lequel on a pris les vrais leaders au niveau Power BI, ceux qui l'ont introduit, ceux qui avaient déjà commencé à faire un peu des formations sur le côté, etc. On a créé cette fois un chemin tout à fait officiel de formation, qui à terme va même partir dans la partie académie, puisque je vous rappelle que comme c'est une société où vous avez 11 000 employés, eh bien, ils ont leur propre centre de formation. Et surtout, on a créé dans ce chemin de formation une formation spécifique pour la gouvernance, dans laquelle en fait, on va expliquer comment les choses doivent fonctionner, hein, avec les fameux Manage Data Mart, Manage Report, Self-Service, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qu'ils peuvent demander. Et toute personne qui veut obtenir un workspace et commencer, ou toute équipe qui veut obtenir un workspace et commencer à publier des rapports, doit suivre cette formation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. À côté de ça, comme ils utilisent Yammer dans l'entreprise, il y a une communauté qui a été créée pour le support de l'outil. Et en parallèle, parce qu'on n'en avait pas encore mis en place, on a créé dans les systèmes de support et de helpdesk la track Power BI en tant que telle. Donc, quand les gens ne savent pas comment utiliser le produit, on les engage à aller sur le Yammer, où on construit vraiment une communauté, où on inscrit d'office tous les gens qui viennent au training. Et pour les soucis techniques, eh bien, on est vraiment maintenant intégré au système de ticketing. Ça peut sembler fou, mais tout ça sont des choses à mettre en place et qui ne sont pas nécessairement là. Votre helpdesk ne connaît pas nécessairement le produit non plus. Alors voilà, ça c'est un exemple de niveau de formation. Donc ça va de la consommation à des choses très avancées comme le fait de gérer le tenant Power BI lui-même. Alors, un volet très important aussi, c'est la communication. C'est-à-dire que quand on doit vraiment vendre ce qu'on essaye de faire. Donc, on envoie de la communication vers les gens et on leur dit, voilà, si vous voulez faire de la Power BI, d'abord, vous devez obtenir vos ingrédients. Donc, pour ça, il y a le Demand Process qui va vous permettre d'obtenir un Data Mart ou d'obtenir un Workspace ou autre. Vous allez sans doute devoir apprendre à cuisiner. Donc, c'est toutes les formations. Vous allez avoir besoin d'aide. Et à la fin, vous aurez du Power BI. Donc, j'ai pas pu résister au plaisir de nous faire un beau pie ici, même si les pie charts, c'est une longue discussion. Et évidemment, je fais partie de la team « J'aime pas les pie charts ». Voilà, ici, c'est un exemple du Yammer avec les différents composants. Donc, vous pourrez retrouver ça dans les slides qui sont publiés. Mais donc, à nouveau, c'est pour vous donner des idées. Donc, j'ai essayé de bien flouter tout ce qui aurait pu tomber sous GDPR ou autre ici. Voilà. Et alors aussi, de nouveau, des cheat sheets. Hein, une cheat sheet après la formation sur la gouvernance.
Power BI en 5 points. Donc, quelles sont les choses qui sont à ma disposition, comment ça fonctionne. De nouveau, pour la self-service, ben voilà, j'ai un compliance check. C'est comme avant de lancer un avion. Quels sont les points que je vais devoir suivre pour pouvoir publier un rapport Power BI. Donc, tout ça sous la forme de guidance, d'aide et de support à l'utilisateur. Dans le troisième cas de figure, en fait, on n'avait pas du tout de culture au niveau du business, donc encore moins de data gouvernance. On n'avait même pas de besoin qui avait été exprimé. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait bien cette initiative qui était un peu transversale, donc un manager qui avait dit on va faire une équipe pour réfléchir sur la data science et la BI. Et bah tiens, Power BI, c'est super. Et puis après, bah, quand moi je suis arrivée là, on a commencé à aller faire le tour des départements. On a été leur montrer des rapports. On leur été leur montrer ce qui serait possible de faire. On leur a dit, ben, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Et on est parti de là. Mais donc, on devait créer cette appétence. Alors, on a aussi initié assez rapidement des bootcamps dans lesquels justement, on travaillait avec eux à faire le mock-up des premiers rapports et à leur donner ce qui avait déjà été fait pour qu'ils puissent se l'approprier. Donc, chaque fois qu'un rapport est délivré, il y a une formation qui est donnée. Et ça, je pense que c'est vraiment super important pour tout rapport, pour tout projet Power BI, c'est de pas simplement dire, voilà, le rapport est publié. Il faut vraiment, à cause de l'interactivité qui existe dans le rapport, il faut vraiment expliquer aux gens comment l'utiliser, comment le consommer. On a aussi créé des générations de champions, c'est-à-dire que dans chaque business unit, dans chaque département avec lequel on travaillait, et ça c'est un des grands standards dans l'adoption utilisateur, c'est de créer ce public, cette audience de super utilisateurs, de champions, de héros, de ninjas, vous les appelez comme vous voulez, mais ils vont pouvoir contaminer le reste des utilisateurs et ils vont aussi donner un support de premier niveau si on veut, parce que c'est plus simple de se lever et de demander à son collègue ah oui comment est-ce que je mets un slicer en forme de bouton que de contacter évidemment un service de support ou autre. Comme incentive aussi, et pour avoir un bon suivi, il y a un système de certification qui existe. Et donc, si vous vous rappelez, dans cette multinationale, ils ont une initiative centrale qui s'appelle BIG, comme BI Group, et eux ont mis au point un système de certification. Et donc, ça, on demande aux gens de passer, aux champions en tout cas. Et alors, une initiative qui a énormément fonctionné aussi, c'est la clinique, c'est-à-dire que j'ai proposé, et je fais ça maintenant sur chacun de mes projets, cette proposition, et ça marche bien, c'est de dire, voilà, bah, tous les lundis de 14 à 16 heures, des gens peuvent venir avec leur rapport, et s'ils sont coincés sur quelque chose, on les aide. Donc, c'est vraiment de l'assistance technique, mais sous forme de dispensaire. Voilà, donc ça, c'était le bootcamp. Alors oui, un truc assez sympa pour faire les mock-ups, c'est on utilisait des petits... en fait, c'est un peu comme des ardoises, ça a la taille d'une ardoise, comme quand on était enfant, et c'est avec tous des petits magnettes qu'on peut mettre dessus, et ça aide à faire les mock-ups. Bon, c'est un petit peu ludique, mais ça peut aider des utilisateurs quand ils sont vraiment encore très très loin au niveau culture du dashboard, etc. Donc les systèmes avec les trainings et la certification, donc il y avait des training kits qui étaient liés à ça. Et enfin, la fameuse clinique. Alors, je vous rassure tout de suite, vous n'avez pas besoin de porter une blouse blanche pour faire la clinique, non, pas de souci. Mais effectivement, le fait d'avoir ce slot qui est disponible, voilà, les gens savent, ah bah tiens, le lundi ou le mercredi, il n'y a pas de souci, je prends mon laptop sous le bras et je vais voir ma Chine et tout va bien se passer, c'est chouette. Et du côté de l'équipe qui est en train de mettre en place le Power BI, ben, vous avez la température en permanence, donc c'est fabuleux, c'est pas des réunions fatigantes, c'est vraiment très... voilà, c'est très détendu, mais ça crée vraiment du lien et ça aide vraiment à faire passer des tas de messages dans les deux sens. Donc, ça, c'est quelque chose dont je suis personnellement très, très contente. Voilà.
Alors, la troisième chose étant, est-ce que votre team va pouvoir respirer parce qu'il était sous pression à devoir produire constamment des rapports? Est-ce qu'il va pouvoir ajouter de la valeur? C'est-à-dire que maintenant, les gens sont capables de créer leur propre rapport et vous n'allez pas avoir 3 réunions pour décider si une colonne doit faire 50 pixels et être en bleu. Il y a aussi la notion de responsabilité, en fait. La responsabilité sur le contenu, idéalement, à un moment, si on met en place une data gouvernance, elle va switcher vers les data owners. C'est pas les gens qui construisent le data warehouse qui peuvent vous dire si un chiffre est juste. C'est pas eux qui possèdent la donnée. Donc, il faut vraiment avoir ce concept qui est mis en place. Et ensuite, ça va permettre à l'IT de faire deux choses. D'une part, de se concentrer sur les rapports qui, eux, sont vraiment complexes et qui vont demander des skills importants au niveau de leur développement, et sur l'iceberg, la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire cette fameuse version unique de la vérité, ces data warehouse, ces data mart qu'on est en train de construire en permanence, ces chargements de données qui ont lieu tous les soirs, etc., etc. Alors, donc, dans la première société, jusqu'alors, il y avait donc cette équipe BI qui était vraiment à l'origine de quasi tout et qui était complètement épuisée, et les utilisateurs étaient complètement frustrés. Donc ça, c'est la situation de départ. Donc maintenant, grâce au fait d'utiliser ce cube qui est mis à disposition, alors pendant quelques mois, ils ont juste publié le cube. Et puis, ils se sont dit, ah bah tiens, ça ne marche pas. Donc, c'est important de le dire aussi. Hein. Tout s'est pas fait comme ça, paf, on a un plan, c'est génial, ça va fonctionner. Donc, ils ont fait leur cube et puis, ils n'arrivaient pas à faire passer le message. Et donc, on a vraiment fait ce training et on est allé voir les gens, on leur a montré comment consommer les rapports, on leur a montré ce qui était riche et on les a encouragés à commencer à en créer. Et ça a vraiment, vraiment fait une différence. Donc, maintenant, depuis les derniers mois, et en plus les trainings ont commencé juste avant le Covid, mais on sent une dynamique qui est complètement différente. Le fait aussi que ce sont les gens de l'équipe qui ont donné les formations a créé du lien. C'est pas toujours possible, évidemment, mais ça crée quand même un lien très fort quand on a la possibilité d'avoir dans l'équipe du projet les personnes qui vont donner la formation ou faire en sorte que le formateur fasse vraiment partie du projet et puisse servir de relais, en fait. Dans notre deuxième compagnie, donc la multinationale, il n'y a pas de team d'administration officiel pour Power BI. Donc, quand je suis arrivée là, il y avait 2-3 personnes maximum qui faisaient le support. Je vérifie l'heure, ça va. Il y avait 2-3 personnes maximum qui faisaient le support et entre-temps, ils étaient déjà à 700 personnes connectées sur le Power BI avec la peur au ventre vu le potentiel des 11 000 personnes derrière. Ils avaient déjà des tas de choses super intéressantes dans leur data mart, mais c'était pas nécessairement connu. Donc, il fallait vraiment commencer à se dire, OK, il est temps maintenant, on s'arrête, on respire un bon coup et on organise un petit peu tout ça, sinon on va aller droit dans le mur. Et donc, ce qui est mis en place maintenant, donc c'est la fameuse création de la factory, la définition de la gouvernance. Alors là, pour être honnête, parce que bon, moi, je suis arrivée sur ce projet, on m'a demandé de m'occuper de l'évangélisation et de l'adoption de Power BI, le genre de terme qui peut être très tarte à la crème. Moi, j'ai besoin de choses super pragmatiques. Donc, la gouvernance, il n'y avait pas de gouvernance clairement définie. En parallèle, ils ont créé un data office, donc quelque chose de plus large que Power BI, mais pour vraiment mettre au pas toutes les données. Mais pour arriver à obtenir une définition de ce qu'ils voulaient comme gouvernance sur Power BI, ils me filaient entre les mains comme des savons dans un bain, hein, quand vous essayez d'attraper le savon. Enfin, tout le monde utilise du gel douche maintenant, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et c'est le fait d'avoir proposé de faire une formation sur la gouvernance où ça les a mis au pied du mur. Ils se sont dit, ah oui, ça c'est très bien, il faut qu'on fasse passer des messages. Et donc, on est vraiment parti du concret pour construire cette gouvernance, pour la mettre dans une formation. Et évidemment, c'est évolutif.
ça ira. Mais en tout cas, les grands piliers maintenant sont vraiment là. Les choses ont été clairement définies et on est arrivé à produire quelque chose. De même, on a éclairci les process. Quand les gens veulent faire une demande, bah, ils passent plus par j'appelle Edouard, Edouard va tout régler pour moi et c'est complètement en Belgique. Enfin, à Bruxelles, on dit en stommeling, ça veut dire c'est pas clair, quoi, c'est obscur. Non, maintenant, il y a un process de demande, il y a des réunions qui se font, les demandes sont examinées, ça suit un pipeline, mais c'est aussi exposé très clairement avec des rapports Power BI, bien sûr. Donc, les gens savent suivre, un peu comme vous savez suivre l'arrivée de votre pizza ou de votre colis chez vous. Idem pour le support. Donc, maintenant, il y a aussi un process qui est très clair. Les formations donc, ont été utilisées pour diffuser ce message. Et l'étape suivante sur laquelle on travaille actuellement, c'est d'augmenter la notion de service, c'est-à-dire quand les gens vont demander un workspace, quand les gens vont demander un gateway, etc., on veut faire en sorte que ça rentre dans le catalogue de services de l'entreprise. Donc, de nouveau, que ce ne soit pas un email qu'on envoie à Jean ou à Édouard, mais que ce soit une demande via le catalogue et que derrière, on ait mis en place cette automatisation qui est tout à fait possible grâce à des outils aussi fun que Power Automate. Je vous conseille de suivre les sessions sur le sujet, puisqu'on a quand même une API extrêmement riche avec Power BI. Et avec le Swaggerfile, il y a moyen de créer un connecteur qui aura à peu près 200 ou 300 actions à votre disposition. Donc, enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Et je m'éloigne du sujet, désolée, mais voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer cette notion de service autour. Voilà. Donc, j'arrive tout doucement à la conclusion. Parfait, Isabelle, parce que tu restes 4 minutes, c'est parfait. Ah ben oui, hein, c'est le sens du timing, ça. Ah oui. Alors, dans les conclusions, bien sûr, il faut que vous connaissiez la maturité du business avant de démarrer votre projet pour savoir où vous allez démarrer avec eux. Un conseil, démarrer au début. En général, c'est le mieux. Mais aussi la maturité de votre IT. Alors, ça peut sembler particulier que je dise ça, mais en fait, je peux vous dire, quand j'arrive dans des sociétés où on a décidé de faire de la Power BI, les premières personnes que je vais devoir former, c'est l'IT, pour qu'ils comprennent bien les enjeux, qu'ils se rendent compte qu'on passe dans un paradigme légèrement différent avec Power BI et avec le self-service, que tout ne va pas être entre leurs mains, mais que ça va être chouette, que ça va être bien. Donc, il faut arriver à les détendre aussi hein, sur le sujet. Alors, bien sûr, il faut avoir des objectifs très clairs. J'ai de l'écho, donc si un micro pouvait être fermé, ce serait pas mal. Merci. Alors, comme je vous l'ai dit, créer la culture avec les champions ou les héros, tout ce que vous voulez, mais vous créez cette force vive au sein de vos utilisateurs. Voilà. Si vous ne faites pas de formation, il n'y aura pas d'adoption. Alors, quand je dis formation, ça peut être au sens large. Hein. Ça peut être des webinaires comme maintenant, ça peut être une formation suivie, ça peut être les cliniques, ça peut être des tas de choses, mais vous devez donner de la formation autour. Il vous faut une gouvernance. Elle peut être très courte, mais elle doit exister, elle doit être claire. Les règles du jeu doivent être là. Vous ne pouvez pas faire du self-service si vous n'avez pas mis les règles du jeu. Si vous en avez la possibilité, créez ce que j'appelle une factory. Donc, les gens qui vont se dévouer corps et âme à l'explosion de Power BI l'explosion au sens positif évidemment, de Power BI dans votre compagnie. Très important, monitorer ce que vous faites. Donc, il y a moyen de faire des rapports Power BI sur votre tenant Power BI aussi. Regardez les workspaces qui se créent, regardez les rapports, surveillez, vérifiez, voyez les logs. C'est important, ça vous permettra d'obtenir du sponsoring. Pourquoi? Parce que vous allez arriver près des managers et vous allez dire, voilà, moi j'ai une croissance de 300%, là, j'ai besoin de ressources. Comme je le disais, les formations peuvent prendre des tas de choses. N'oubliez pas les gens qui vont consommer les rapports. Ce sont vos premiers clients. Donc, il faut une formation à comment un rapport Power BI se consomme. Très, très important. Faites des catalogues aussi. Ça vous permet d'identifier qu'est-ce qui est publié, quelles sont les données qui existent. Et évidemment, n'oubliez pas le support. Donc, voilà. Toutes sortes de choses. Il y a effectivement beaucoup de travail à faire.
c'est pas toujours simple de structurer et d'ordonner ça, mais c'est vraiment très satisfaisant quand on voit les résultats qui arrivent. Alors, je vais vous demander une dernière question pour la dernière minute, simplement d'écrire. Donc, si vous prenez votre téléphone, vous écrivez une idée, ou si vous voyez une idée qui vous plaît, que vous avez envie d'essayer et d'appliquer, parce que vous allez voir les idées que les autres gens publient. Donc, vous écrivez ça, vous pouvez faire un like aussi, et on va voir tout ceci apparaître sur l'écran normalement pour terminer. Oh, personne n'a envie de se lancer, je vois. Allez, c'est parti. Ah. Ah, voilà, ça arrive. Je vais me permettre, Isabelle, de te remercier pour ton excellente intervention, hein, comme d'habitude. Et si tu en es d'accord, je vais arrêter l'enregistrement pour laisser la suite à Joël, qui nous rejoint, qui est dans les starting blocks dans les 5 minutes. À moins que tu veuilles conclure, un petit mot de conclusion, Isabelle? Non, je pense que le mot de conclusion, il est en train d'apparaître sur l'écran, donc je vais prendre un screenshot parce que c'est vraiment chouette de voir ça. C'est génial. Super merci à tous. Merci mille fois de nous avoir rejoints, hein, en tant que speaker. Je ne ferme pas la réunion, je ferme juste l'enregistrement. Je vous laisse terminer entre eux et on se donne rendez-vous dans le même canal si vous le souhaitez pour continuer avec Joël, ou dans l'autre canal pour continuer avec Alexandre. En tout cas, je ferme l'enregistrement et à tout de suite. Merci encore mille fois, Isabelle. Avec grand plaisir. Donc, à tout à l'heure dans la speaker room. Merci. J'arrête l'enregistrement. Tout à l'heure. Exactement. Donc voilà, je vais devoir me sauver parce que je crois que Amélie m'attend. Merci à tous pour votre participation. Je vais arrêter de partager mon écran pour Joël. Coucou Joël, si tu es là. Ça fait plaisir de te voir et de t'entendre. Et donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur l'adoption, j'ai publié toute une série sur mon blog de petites choses reliées à cette présentation. Encore merci à tous.